Un ami, clairement destiné à la NBA, se demande si son pote va finir ses devoirs. L'autre, futur à des maths, insiste sur le fait qu'il est sur le point de faire une découverte académique légendaire. Notre héros sportif est loin d'être impressionné par cette démonstration furieuse de puissance algébrique. Il justifie officiellement l'annulation de leur tête-à-tête en accusant le temps incroyablement froid. Sérieusement, il fait tellement froid qu'on pourrait probablement congeler l'air lui-même. Ils conviennent tous les deux que ce niveau de froid mérite un nom plus dramatique et épique. Il s'avère qu'il existe un terme coréen pour ce froid qui semble tout droit sorti d'un roman fantastique. L'histoire raconte que le ciel lui-même devient jaloux des magnifiques fleurs printanières. Alors, il envoie un dernier gel brutal pour toutes les détruire parce qu'elles sont trop jolies. Et comment connaît-il ce fait totalement inventé? Il l'a lu dans un livre, évidemment. Son pote ricane, se demandant si une entité cosmique pense qu'ils sont trop beaux pour vivre. Avec ses devoirs enfin terminés, notre érudit est officiellement prêt à jouer au basket. Dommage qu'un rapide coup d'œil dehors révèle que la cloche les a déjà trahis. Puis une question glaçante traverse l'écran, brisant complètement l'ambiance. Le cours de l'après-midi commence avec le silence navrant d'une période d'études autonomes. Notre protagoniste pleure sa pause déjeuner perdue, une tragédie aux proportions épiques. Pendant ce temps, sa camarade de bureau panique complètement à cause de quelque chose qui manque dans son sac. L'objet manquant est une photo précieuse, et elle est convaincue qu'elle a été volée. Il se creuse la tête pendant un moment avant qu'un suspect principal ne lui vienne à l'esprit. Il demande avec désinvolture si un certain ami basketteur est passé par là. La caméra se tourne vers l'accusé qui est totalement occupé à commettre le crime de texter en classe. Elle est prête à le déclarer coupable, mais notre gars n'est pas tout à fait convaincu. Leur travail de détective de haut niveau est brutalement interrompu par le regard noir du professeur. Pris en flagrant délit, il essaie de ne faire qu'un avec son bureau pour échapper à la honte. Un narrateur nous rappelle que c'était, à toutes fins utiles, une journée parfaitement normale. Mais ensuite, notre protagoniste lève les yeux, un soudain sentiment étrange l'envahissant. La pensée résonne dans son esprit. C'était censé être une journée normale. Il jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir des piliers sombres géants jaillir nonchalamment dans le ciel. Il essaie d'attirer l'attention de son amie, mais elle est toujours plongée dans son drame de photos volées. Avec un regard d'incrédulité pure, il ne peut que pointer du doigt la fin de leur monde qui commence à l'extérieur. Son avertissement frénétique est complètement noyé par un flash d'une ampleur divine. Lorsque la lumière s'estompe, la seule chose qui reste est une onde de questions paniquées collectives à l'échelle de la salle de classe qui se propage dans la pièce alors que tout le monde redémarre ses sens. Le professeur, clairement pas formé pour cela, tente de calmer le chaos avec une inefficacité maximale. Une âme courageuse se précipite vers la fenêtre, prête à confirmer le pire scénario de tout le monde. Et voilà, un œuf spatial géant et palpitant trônant sur la ligne des 50 yards. L'œuf cosmique éclot, révélant un sourire que seule la mère d'un xénomorphe pourrait aimer. Toute la classe se presse à la fenêtre pour avoir une place au premier rang pour le spectacle le plus dégoûtant de la planète. La tentative du professeur de rétablir l'ordre est interrompue par une découverte horrible sur son téléphone. Une seule goutte de sueur confirme ce que l'écran lui dit. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Il n'a aucune barre parce qu'apparemment l'apocalypse est livré avec son propre brouilleur de signal. Sans surveillance d'un adulte, la pièce se transforme instantanément en un bazar hurlant de théories sur l'invasion extraterrestre. Notre héros des maths regarde juste le chaos, le visage figé avec la logique sinistre d'une rencontre avec un boss final. Puis un silence soudain se fait entendre alors que quelqu'un pointe du doigt un nouvel invité surprise flottant dans la pièce. Une petite sphère parfaitement noire est juste suspendue là, rayonnant une ambiance très claire de ne pas toucher. Lui et son ami croisent le regard avec l'orbe, un sentiment universel de « Oh, c'est mauvais » qui s'installe. Le professeur annonce courageusement qu'il va chercher de l'aide, un geste classique qui ne fonctionne jamais. À proximité, la main d'une fille commence à trembler si fort que son crayon a l'air d'essayer de s'échapper. Un ami lui demande ce qui ne va pas, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est murmurer en claquant des dents qu'elle a froid. L'ami recule en voyant sa respiration se cristalliser, la température de la salle de classe chutant soudainement à 0. Elle commence à appeler sa mère, submergée par un froid surnaturel qui la glace de l'intérieur. Notre protagoniste hurle à son ami, son instinct de gamer hurlant qu'un début est en train d'être appliqué. Son pote essaie de l'aider, mais elle s'effondre, son corps se raidissant à cause du froid impossible. Il lève les yeux juste à temps pour voir la sphère noire crépiter d'une énergie sinistre juste au-dessus d'elle. Ses traits commencent à se brouiller et à se déformer, ses yeux s'éteignant comme une télévision qui s'éteint pour la dernière fois. Son ami ne peut que hurler et s'éloigner de la chose horrible que sa camarade de classe vient de devenir. Le reste de la classe ne peut que fixer son regard avec une terreur glaciale, leur cerveau refusant de traiter la transformation. Un son horrible, comme la réalité elle-même qui se déchire, résonne alors que sa forme continue de se déformer de manière impossible. Sa forme humaine finit par céder, se brisant pour révéler la créature cauchemardesque qui se cachait à l'intérieur. Et notre héros ne peut que regarder, complètement figé, alors que la mise à jour finale de son monde finit de se charger. Son héros potentiel ne peut que reculer en titubant, son cerveau complètement court-circuité. Toute la classe entre dans un état de paralysie collective d'écran bleu de la mort. Une main griffue,
distinctement non humaine, fracasse un bureau, brisant tout sentiment de normalité restant. Le carburant de cauchemar nouvellement engendré se lève, ressemblant à un modèle de personnage glitché d'un jeu d'horreur. Il pousse un cri qui ressemble à un internet commuté qui se dispute avec un broyeur à déchets, son orbe de mort personnel flottant menaçant au-dessus de sa tête. Notre héros et le reste du corps étudiant sont maintenant efficacement du papier peint humain épinglé par la terreur pure et sans mélange. Un seul manuel frappe le sol avec un bruit sourd qui ressemble à un pistolet de départ pour l'apocalypse. Ce seul son est tout ce qu'il faut pour que le barrage du déni se brise, libérant un raz-de-marée de cris. Soudain, c'est chaque étudiant pour soi alors que la salle de classe devient un mosh pit de panique pure. La stratégie de sortie gracieuse dégénère immédiatement en un amas de membres agités et de sacs à dos oubliés. Les lunettes de notre héros sont bousculées, lui donnant une vue légèrement asymétrique de la fin du monde. À travers le chaos, il aperçoit son ami sur le sol, le visage déformé par un pur désespoir. Elle parvient à articuler que ses jambes ont officiellement renoncé à toute cette situation de course pour sauver sa vie. Il serre les dents, une sueur froide se répandant alors que la carte tactique dans sa tête montre 0 voie d'évacuation. La créature observe la débandade avec la froide patience calculatrice d'un boss final. Sa tête pivote avec un craquement contre nature, son regard balayant le buffet d'adolescents hurlants. Un étudiant courageux, ou peut-être insensé, tente de s'échapper en hurlant à tout le monde de suivre son exemple. Sa course héroïque est interrompue lorsqu'un tentacule obscur jaillit et l'attrape comme une mouche dans une toile. Son visage est celui de quelqu'un qui réalise qu'il a attiré le boss du raid tout seul. Le monstre pousse un rugissement triomphant tandis que d'autres appendices sombres se déploient, prêts à l'action. Un tentacule sombre se connecte à l'étudiant, infligeant un étourdissement massif et imparable. Le reste de la classe ne peut qu'ajouter ses propres cris au cœur, une bande sonore pour le cauchemar qui se déroule. Pendant ce temps, le couloir est devenu un jeu de flippé humain à enjeux élevés et très déséquilibré. Il est soulevé dans les airs, ses appels à une équipe de sauvetage tombant dans des oreilles sourdes et terrifiées. Le pauvre gars est ramené comme un poisson trophée et présenté au monstre pour une inspection finale. Le visage de la créature s'ouvre en une gueule caverneuse, se préparant clairement pour un repas très malheureux. Notre héros ne peut que protéger son ami, tous deux enfermés dans une scène de coupe horrible obligatoire. Ses yeux sont grands ouverts, traitant un niveau de peur qui ne se trouve dans aucun jeu d'horreur qu'il ait jamais platine. L'obscurité de sa gueule enveloppe le garçon, et il tombe au sol comme une marionnette dont les ficelles sont coupées. La sphère noire se détache alors, flottant pour planer de manière inquiétante au-dessus de la forme immobile de l'étudiant. La sphère s'active, libérant des tentacules sombres qui commencent à traiter le joueur à terre. Elle rappelle ensuite l'orbe, absorbant l'ensemble du paquet de données avec une gorgée écœurante. La créature s'accroupit au milieu de l'épave, son écran de victoire étant une salle de classe silencieuse et saccagée. Sous un bureau, notre héros et son ami sont passés en mode furtif extrême, essayant de ne pas respirer trop fort. Le monstre incline la tête, apparemment déconcerté par le son lointain d'autres joueurs sur la carte. Il la serre contre lui, tous deux figés dans un événement de temps rapide réel où le seul bouton est de ne pas bouger. Il émet un bruit guttural bas comme s'il essayait de se souvenir de sa prochaine ligne de dialogue. La créature répète le son, sondant la pièce à la recherche de tout signe de vie restant. Ailleurs, un type dans les toilettes est complètement inconscient, se plaignant du chahut de l'étage supérieur. Son ami fait juste signe de la main, supposant que c'est juste le club de théâtre qui s'implique beaucoup trop dans leurs répétitions. Pourtant, ils doivent tous les deux admettre que les choses ont été un peu plus bizarres que d'habitude sur le campus ces derniers temps. Celui aux cheveux gris ose alors son copain à aller piquer la chose charnue bizarre sur le terrain de soccer pour un peu d'argent. Son ami refuse immédiatement la quête secondaire, déclarant que son instinct de conservation vaut plus que de la petite monnaie. L'intimidateur se contente d'en rire avec une ambiance totalement convaincante, juste pour plaisanter, à moins que. Ils regardent tous les deux l'objet en question, un monticule géant et palpitant qui ressemble à de la jello rejetée. Mais ensuite, l'étudiant aux cheveux gris a un regard sur son visage qui dit qu'une idée terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise est en cours de chargement. Un sourire méchant confirme que le téléchargement est terminé, et il fonctionne avec une énergie diabolique chaotique pure. Sur le sol se trouve un autre étudiant qui a clairement passé une mauvaise journée, et l'intimidateur dit à son ami de le mettre sur pied. L'ami demande nerveusement s'il prévoit une suite à ce qui vient de se passer, mais l'intimidateur promet qu'ils ont terminé. Il explique qu'ils vont simplement utiliser leur nouveau volontaire pour satisfaire une petite curiosité scientifique. Un instant plus tard, nous voyons les pieds hésitants du pauvre gars patauger sur la pelouse en direction de l'objet mystérieux. Les yeux bandés et mal en point, il trébuche en demandant si cette petite excursion est presque terminée. De la fenêtre au-dessus, les intimidateurs offrent un encouragement moins qu'utile pour qu'il continue à marcher. Ils ont même le culot de se moquer de ses compétences en navigation alors qu'il marche en ligne droite. Le complice commence à transpirer, réalisant que leur petite blague pourrait avoir de graves conséquences réelles. Leur sujet de test finit par s'arrêter, se tenant directement dans l'ombre du gigantesque repère charnu. L'intimidateur en chef ricane, soulignant avec les derniers mots célèbres que la chose ne bouge même pas. Avec une lueur maniaque dans les yeux, il dit à son ami de préparer la caméra pour le grand final.
En bas sur le terrain, les pieds de la victime font un dernier pas hésitant vers l'inconnu. Il serre son côté en criant que sa barre d'endurance a officiellement atteint 0 et qu'il ne peut plus continuer. Il prend une profonde inspiration, décidant qu'affronter l'inconnu est bien mieux que d'affronter à nouveau ces crétins. Sa main tremblante entre en contact, piquant officiellement l'horreur indicible pour un peu d'argent de poche. Pendant ce temps, de retour dans la salle de classe, nos héros jouent toujours au jeu de cache-cache le plus stressant au monde. Le monstre émet un autre de ses cris de modem commuté, son noyau commençant à briller de manière inquiétante. Il sonde à nouveau la pièce, sa tête balayant l'épave comme un système radar biologique. Le visage de notre héros est une cascade de sueur de panique alors que l'écran « Vous êtes mort » clignote dans son esprit. La créature commence à bouger, glissant sur les bureaux avec une douceur étrange et surnaturelle. Il essaie de signaler une retraite tactique, mais les commandes de son ami ont été déconnectées par la terreur pure. Un tentacule sombre jaillit soudainement, se déplaçant plus vite que la fréquence d'image du jeu ne peut le gérer. Ses griffes frêles s'enfoncent dans un bureau voisin, faisant éclater le bois avec une force désinvolte et terrifiante. Le monstre atterrit avec un bruit sourd qui fait trembler le sol, transformant le mobilier restant en un nuage d'éclats d'obus. Un appendice tranchant comme un rasoir empale le mur, manquant sa tête de quelques millimètres dans une peur soudaine classique. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il reçoit un visage plein de poussière de béton et la peur soudaine d'une réapparition. Il ne peut que regarder le puits de lumière nouvellement installé dans le mur, son cerveau luttant pour traiter le danger évité de justesse. Il se retourne vers son ami, son expression criant que le temps de la furtivité est officiellement terminé. Malheureusement, elle subit un plantage total du système, avec des sanglots de panique et des appels à sa mère. Il le voit dans ses yeux. La peur a complètement bloqué son système, l'empêchant de bouger. Son visage se durcit alors qu'il calcule rapidement leurs chances de survie abyssale et le coût de l'anéantissement du groupe. Pendant ce temps, la créature continue sa lente et menaçante avancée comme un boss dans sa phase finale. Une idée terrible, pragmatique et résolument non héroïque commence à se former dans son esprit. Elle ne cesse de murmurer à quel point elle a peur, complètement inconsciente du sacrifice tactique qu'il envisage. Et puis il le fait, s'élançant de leur couverture et se dirigeant droit vers la sortie. Elle lève les yeux, ses yeux remplis de larmes s'écarquillant d'incrédulité alors qu'elle réalise qu'il vient de l'utiliser comme appât. Le monstre pivote immédiatement, son ombre massive tombant sur sa forme figée. Sa terreur culmine dans un cri qui pourrait briser le verre dans tout espoir d'une fin heureuse. Et c'est exactement le moment où le professeur décide de faire irruption, se plaignant du bruit comme un propriétaire mécontent. Il entre en marchant, une batte de baseball à la main, prêt à faire respecter la loi sur ce qu'il suppose être des enfants turbulents. Sa conférence vertueuse s'arrête brutalement lorsque son cerveau enregistre enfin le bulletin de retenue de 3 mètres de haut. Avant même que sa réponse de combat ou de fuite ne puisse démarrer, un tentacule sombre jaillit pour l'accueillir. Le professeur est touché, son visage se figeant dans une expression de pur regret absolu. Un cri de douleur résonne dans la salle de classe alors que le professeur est instantanément supprimé du combat. Tout le système de la fille se met en écran bleu alors qu'elle glisse le long du mur, sa seule sortie étant un faible appel à sa mère. Tout son monde se dissout dans un filtre teinté de rouge de terreur pure et sans mélange. Il essuie une seule larme tactique, réalisant qu'un game over si tôt serait tout simplement embarrassant. Il se jette en avant, tirant sur le poignet de son ami comme s'il essayait de démarrer une tondeuse à gazon de courage. Il grogne qu'elle est étonnamment lourde pour un personnage de soutien, la tirant sur ses pieds alors qu'elle sanglote son nom de soulagement. À travers ses larmes, elle demande où il est allé, à quoi il répond par l'excuse la plus classique et incroyable de l'histoire, les toilettes. Pendant ce temps, le prof fait une sieste imprévue par terre, sa batte fidèle hors service à côté de lui. La créature se profile au-dessus de son nouvel ami, apparemment prête à récolter des points d'XP bonus. Le monstre termine sa quête secondaire avec le prof avant de reporter toute son attention sur la mission principale. Une sphère d'énergie noire est absorbée par la créature, emportant le modèle de personnage du prof avec elle. Son affaire conclue, le monstre se promène nonchalamment, laissant derrière lui un gâchis et un silence très gênant. La caméra effectue un panoramique sur un placard de rangement apparemment innocent, le dernier bastion d'espoir dans la pièce saccagée. À l'intérieur, nos héros sont entassés, essayant d'étouffer leur respiration paniquée alors que de lourds pas patrouillent dans le couloir. La dispute à voix basse commence par des accusations de lâcheté suivies de la défense classique du repli tactique. Leur dispute est interrompue par la question plus urgente de savoir si le monstre campe juste à la sortie. Un moment de soulagement tranquille l'envahit alors qu'elle le remercie, admettant qu'elle voyait déjà l'écran en continu. Il commence immédiatement à transpirer comme s'il essayait de désamorcer une bombe, complètement incapable de la regarder dans les yeux. Son soulagement s'évapore rapidement lorsqu'elle relit les points, posant la seule question à laquelle il ne voulait vraiment pas répondre. La dispute étouffée reprend, ses excuses fragiles ne faisant pas grand-chose pour éteindre le feu de son indignation légitime. Il essaie d'arranger les choses en offrant une collation, mais elle contre immédiatement en exigeant un abonnement à vie. Il ricane, insistant sur le fait que son retour héroïque, et certainement pas lâche, mérite une récompense, pas une punition. Leur chamaillerie est interrompue par une énorme main sombre qui glisse devant la fissure de la porte. Figé au milieu de la dispute,
Elle chuchote si c'est parti, et il fait la suggestion classique des films d'horreur de jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, ils ignorent complètement que le monstre est accroupi juste devant, attendant patiemment qu'il vérifie. Sa main, ruisselante de la sueur de ses mauvais choix de vie, tremble alors qu'elle atteint la poignée de la porte. Il entr'ouvre la porte juste assez pour qu'une mince lueur révèle leurs yeux grands ouverts et terrifiés. La caméra recule pour un plan en plongée, montrant à quel point ils sont petits et piégés dans leur petite boîte métallique. Tout leur champ de vision est immédiatement rempli du visage du monstre, son expression disant « Coucou, je vous vois ». Une seule main pâle agrippe nonchalamment la porte, et le visage de notre héros dit tout. C'est un massacre total. Il regrette instantanément de ne pas avoir choisi l'option de dialogue solo, mais l'écran de Game Over attendu est remplacé par un silence anticlimatique déroutant. Il risque un coup d'œil à travers la fissure seulement pour constater que le couloir est étrangement vide. Son cerveau oscille entre le soulagement et la possibilité terrifiante que le monstre vienne d'apprendre à utiliser le mode furtif. Une minuscule et fragile lueur d'espoir suggère qu'il pourrait simplement avoir âge quitté. Il tend l'oreille, et pendant un moment magnifique et bienheureux, il n'y a que le son de son propre cœur qui bat. Et puis un grondement sourd et gargouillant résonne non pas depuis le couloir, mais juste à côté de lui. Son visage se vide de toute couleur alors que son estomac trahit leur cachette avec le rugissement de millions affamés. Il ne peut que fixer avec horreur alors que son propre estomac se joint à la fête, créant une symphonie de faim mal placée. La scène se coupe sur une journée ensoleillée paisible à l'extérieur, complètement inconsciente du drame qui se déroule à l'intérieur. Cette paix est brusquement brisée lorsqu'une section entière du mur de l'école décide de se désinstaller. Pendant ce temps, sur le terrain en contrebas, un étudiant aux yeux bandés est sur le point d'apprendre une leçon très dure sur la confiance envers ses amis. Il tend la main avec précaution, se tenant devant un grand objet grumeleux qui ne figurait certainement pas sur la liste des équipements de l'école. Sa main entre en contact avec une texture bizarre et coriace qui semble profondément et fondamentalement mauvaise. Il retire sa main alors que son cerveau signale enfin la rencontre avec une notification de danger rouge géante. Sur un balcon, l'équipe de brutes de l'école filme tout, à peine capable de contenir son rire. Leur victime reste complètement inconsciente, un joueur solitaire dans un jeu qu'il ne sait pas qu'il joue. Le chef des brutes fait un geste à son caméraman, lui signalant de se préparer pour la grande révélation hilarante. Il crie au gamin d'enlever le bandeau, mais le garçon est complètement figé, sentant un autre type de menace. La brute ricane, supposant que sa victime essaie de gâcher la chute en l'ignorant. Mais son agacement est interrompu par un mouvement soudain impossible du bâtiment scolaire lui-même. Sa mâchoire se décroche alors qu'il regarde le trou fumant géant qui vient d'apparaître dans ce qui était autrefois une salle de classe. Le gamin sur le terrain sursaute à cause du son explosif au moment où l'objet de la blague derrière lui commence à bâiller. Il arrache son bandeau, sa première vue n'étant pas les brutes, mais les dommages catastrophiques causés à l'école. Le monstre de la salle de classe fait une grande sortie inopinée, atterrissant sur le terrain avec un bruit sourd qui fait trembler la terre. Le bandeau maintenant inutile s'envole sur l'onde de choc de son atterrissage. Le sourire suffisant de la brute s'évapore complètement, remplacé par le regard écarquillé de quelqu'un qui vient de réaliser que sa blague a été détournée. De l'autre côté du terrain, d'autres élèves pointent du doigt et grimacent devant le monticule de chair bizarre qui est resté là toute la journée. Un élève fait une blague en le comparant au plat mystère spécial de la cafétéria, mais son ami ne rit pas, soulignant le fait beaucoup plus troublant qu'un pauvre gamin se tient juste à côté. À une distance sûre, d'autres élèves jugent le gamin sur le terrain pour avoir zéro instinct de survie. Ils se pressent contre la vitre pour une meilleure vue, se demandant collectivement s'il s'agit d'un nouveau type de sport extrême. Un halètement collectif se répand dans la foule alors que le gamin touche réellement la goutte mystère. Et juste comme ça, la curiosité morbide se transforme directement en terreur pure et sans mélange. Une seule goutte cinématique de sueur trace un chemin de regret instantané sur le visage d'un élève. Leur siège au premier rang du drame est soudainement mis à niveau vers la zone d'éclaboussure lorsqu'un nouveau monstre remplit le cadre de leur fenêtre. Le monstre décide qu'il n'aime pas la vue et effectue un réaménagement à fort impact impromptu. Pendant ce temps, l'objet grumeleux de la victime de la blague développe soudainement une très grande bouche très dentue. Il enlève enfin le bandeau, son expression redémarrant instantanément en écran bleu de la mort. Le monstre de la salle de classe fait un atterrissage de super-héros, effectuant une correction qui interrompt la collation du monstre du terrain. Tout le corps étudiant ne peut que mettre en mémoire tampon dans un silence stupéfait alors qu'une bataille de boss sauvages éclate sur la pelouse. Une fille se couvre la bouche, son cerveau refusant de rendre le chaos absolu qui se déroule en dessous. Le gagnant laisse échapper un cri de victoire, ayant clairement cultivé de sérieux points d'expérience de la rencontre. Le silence est brisé lorsque le public se souvient que ce n'est pas une scène coupée et commence à paniquer en conséquence. Son rugissement résonne à travers le campus, une annonce claire à l'échelle du serveur qu'il possède maintenant cette zone. La façade suffisante du chef des brutes se fissure, passant immédiatement de farceur à personne qui est sur le point de se faire manger. L'horloge VIP est rapidement supprimée de l'existence, ne laissant qu'un nuage de poussière et de regrets. De retour dans le placard de rangement, nos héros prennent un moment pour apprécier de ne pas avoir été transformés en un fin brouillard rouge. Sa compagne est déjà au bord des larmes, admettant qu'elle était à peu près sûre que c'était le boss final.
Il se contente de fixer la nouvelle fenêtre de la taille d'un monstre, calculant silencieusement les coûts de réparation. Un coup d'œil rapide confirme que le monstre s'est déplacé avec succès dans la cour de l'école, en train d'aggro tout le corps étudiant. Il scrute le champ de bataille en contrebas, essayant de traiter le gâchis absolu de zone joueur contre joueur que son école est devenue. Le monstre victorieux est maintenant accroupi au-dessus de son prix, étrangement immobile comme s'il triait son butin. Tout espoir d'une évasion tranquille est instantanément vaporisé par un raz-de-marée d'élèves hurlant inondant le couloir. Sa compagne regarde la rue et puis de nouveau vers lui, demandant la prochaine étape de cette promenade désastreuse. Elle insiste frénétiquement sur le fait qu'ils doivent courir avant que le monstre ne se souvienne qu'il y a encore des cibles qui réapparaissent à l'intérieur. Il serre les dents en réalisant que chaque sortie est actuellement campée soit par un monstre, soit par une foule de personnages non-joueurs paniqués. Elle suggère une voie d'évacuation extérieure avant que son cerveau ne rattrape son retard et ne signale cela comme une très mauvaise idée. Sur le terrain, le monstre soulève un trophée squelettique bizarre de son ennemi vaincu, et ils réalisent tous les deux simultanément que l'extérieur est passé de voie d'évacuation à livraison express vers l'au-delà. Il observe la foule paniquée en notant que leur IA de navigation semble être réglée sur poulet sans tête. Elle diagnostique correctement la foule avec un cas terminal de cris et de courses dans les choses. Notre héroïne intervient enfin avec une stratégie de gamer classique. Piller le bureau de l'administration pour trouver des appareils de communication. Le sportif de l'école, Ison, se matérialise avec un sourire cool, bloquant immédiatement leur seul plan. Son compagnon se redresse, se demandant pourquoi l'athlète vedette ne fait pas actuellement partie du tube digestif du monstre. Il plaisante en disant qu'il était juste inquiet, une remarque qui tombe à plat quand elle révèle que le monstre était leur camarade de classe. Son ami ignore complètement le rebondissement de Keju du camarade de classe, toujours concentré sur le timing suspect d'Issine. Elle recentre la conversation, demandant à Issine les notes de mise à jour sur les raisons pour lesquelles le bureau des professeurs est une zone interdite. Il montre simplement son téléphone révélant un écran sans service qui est plus terrifiant que n'importe quel monstre. Le cerveau de l'ami commence à mettre en mémoire tampon, exigeant une explication qu'Isen livre avec un haussement d'épaule désinvolte et inutile. Tous les yeux se tournent vers le monstre sur le terrain, se demandant si le brouillage de signal à eau est l'une de ses compétences passives. Isen prend les devants, suggérant de trouver une zone de sécurité et d'attendre l'arrivée de la cavalerie de haut niveau. Son compagnon lève un sourcil, demandant si ce plan brillant comprend une destination réelle. Le groupe se dissout immédiatement dans le chaos, criant des zones de sécurité contradictoires comme la cafétéria, l'auditorium et le toit. Entourés des ruines de leur école, les trois héros sont coincés dans un arbre de dialogue sans bonne réponse. Ison ricane, rejetant leur stratégie de survie comme ayant été écrite par quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo. Ils plaident pour les murs épais de l'auditorium, tandis qu'Ison soutient que c'est un piège mortel géant et inévitable. Ison coupe court à la querelle avec un nouveau paramètre sombre, prévoyez d'être piégé ici pendant un mois complet. Il proteste contre la chronologie absurde, mais Ison répond avec la logique simple et indéniable de devoir gérer leur barre de faim. Il pointe les dommages structurels, plaidant solidement en faveur de la priorité à un abri à haute défense plutôt qu'à une course aux collations. Elle contredit leur planification à long terme en soulignant que la quête principale est d'être secouru, pas de devenir des seigneurs de guerre post-apocalyptique. Son compagnon la regarde fixement, le concept de sauvetage ne se calculant plus dans son cerveau paniqué. Elle expose sa logique impeccable, une catastrophe de cette ampleur garantit qu'un événement de sauvetage à l'échelle du serveur est imminent. À la surprise générale, Ison soutient sa théorie. Prédire qu'un hélicoptère de sauvetage apparaîtra dans l'heure. Montant un meuble à proximité pour un effet dramatique, elle proclame avec confiance que le sauvetage est la seule fin de partie logique. Une ampoule s'allume enfin au-dessus de sa tête alors qu'il réalise que son plan optimiste pourrait en fait être la bonne procédure. Avec 2 votes favorables, l'ami est mis aux voix et accepte à contre-cœur la stratégie de sauvetage. Au moment où un plan est formé, les jambes de notre héros décident de se désinstaller spontanément, la faisant tomber. Il fait un plongeon, demandant frénétiquement si elle a été touchée par un affaiblissement soudain. Elle admet que sa bravoure était un buff qui vient de s'estomper car ses jambes sont une fois de plus désactivées par l'effet d'état de terreur. Son visage se brouille avec l'affaiblissement de peur paralysante alors qu'elle lutte pour redémarrer ses poumons. Il vérifie son statut en demandant si la commande de marche est toujours grisée sur sa barre d'action. Elle s'accroche à sa manche, sa main vibrant comme une manette à batterie faible. Une analyse rapide révèle que tout le monde exécute simplement une meilleure superposition cosmétique bras-face. Forçant une neutralisation manuelle de ses fonctions motrices, elle confirme qu'elle est prête à partir. Le groupe quitte la zone de didacticiel par la nouvelle fenêtre panoramique installée par le monstre. Leur montage désespéré de montée d'escalier commence, les emmenant au niveau suivant de la carte. Elle se souvient soudain du boss final de cette zone, une porte de toit notoirement verrouillée. Elle interpelle Ison pour les avoir menés dans une quête sans avoir vérifié le wiki pour les exigences clés. Ison sourit, affirmant que sa compétence en crochetage est plus qu'assez élevée pour cela. Il est sur le point de défendre sa réputation de bon garçon lorsqu'une nouvelle donnée se met en place. Il sourit en réalisant que la serrure a déjà été crochetée, ce qui signifie qu'un autre groupe a d'abord réussi cet objectif.
Sa main se referme autour de la poignée de porte, prêt à entrer dans la prochaine instance. Avec une emphase dramatique, Izen ouvre la porte, révélant la zone de sécurité sur le toit, sauf que le serveur est déjà rempli de dizaines d'autres joueurs qui ont eu exactement la même idée. Quelques PNJ près de la clôture se tournent pour reconnaître l'arrivée des personnages de la quête principale. À proximité, un étudiant dit à son partenaire de duo paniqué de couper son micro pendant une seconde. Il réalise que leur stratégie de cerveau galactique était juste le point de départ par défaut pour tout le monde. Son compagnon note que le shader de personnages pâles et terrifiés semble être appliqué universellement. Se fige soudainement au milieu d'une foulée, son expression chutant comme une connexion serveur. Il regarde le vide, marmonnant que leur situation actuelle vient d'être rétrogradée à désespérer. Elle exige immédiatement un débriefing, demandant quelle nouvelle horreur il vient de traiter. Isin regarde l'horizon, annonçant sombrement que l'événement de sauvetage a peut-être été annulé. Il lève une main tremblante, pointant vers un nouveau marqueur d'objectif sur l'horizon de la ville. Il demande si leur distance de rendu est assez élevée pour voir ce qu'il voit. Au loin, un deuxième boss mondial se détend tranquillement au sommet d'un gratte-ciel. Son cerveau se court-circuite, essayant de calculer comment le monstre sur le terrain a traversé la carte pour arriver là. Isin s'effondre simplement, comprenant enfin qu'il ne s'agit pas d'une instance basée sur l'école, mais d'une invasion à l'échelle du serveur. Ailleurs sur le toit, un PNJ solitaire se demande pourquoi son groupe l'a largué sans même un jet. Il aperçoit alors un autre joueur au sol, affligé d'un nouvel affaiblissement d'hypothermie soudaine. Un PNJ d'arrière-plan affiche soudainement un écran bleu, exigeant de savoir sur quel serveur il se trouve. Le nouveau marqueur d'objectif révèle un deuxième boss de raid jouant à cache-cache au-dessus de la distance d'affichage de la ville. La mâchoire d'un autre joueur se décroche, son cerveau ne parvenant pas à rendre l'actif impossible. Il télécharge enfin les notes de mise à jour pour cette extension d'Apocalypse, et la stabilité de son système chute en flèche. Quelqu'un mentionne que le bâtiment d'en face était une zone agricole de haut niveau il y a quelques minutes à peine. Le mot chaos déclenche un flashback ou peut-être juste un très mauvais pic de ping. Le mur d'un bâtiment voisin a été remplacé par une vue panoramique peu conviviale d'un bureau récemment redécoré. À l'intérieur, un PNJ semble s'être déconnecté définitivement au milieu du problème physique à l'échelle du serveur. La main d'un monstre traverse le mur, tendant la main pour interagir avec le modèle de joueur tombé. La créature initie un mouvement de grappling sur la hitbox de la tête du PNJ. Il commence ensuite à désinstaller le PNJ des lieux par la nouvelle sortie personnalisée. Le joueur est traîné hors de l'écran, ne laissant derrière lui que quelques pixels corrompus et un butin. Un autre joueur serre la rambarde de sécurité, son interface utilisateur complètement gelée par la cinématique impossible à ignorer. Il réalise que si le hub principal de la ville est à ce point buggé, son logement de joueur personnel a probablement été effacé. Un membre différent du groupe exécute une vérification d'état, demandant à son tank s'il est prévu pour cela. Il remet en question le RNG, se demandant pourquoi les développeurs ont choisi leur zone de départ tranquille pour l'événement mondial. La terrible réalisation frappe qu'il ne s'agit pas d'un problème de serveur localisé, mais d'une restauration globale à part entière. L'intimidateur récemment redémarré se précipite, leur disant d'arrêter de spammer le chat avec des macros de malheur et de tristesse. Lui et son acolyte essaient d'imposer une interdiction de chat vocal à toute la fête sur le toit. Tout le monde est stupéfait par l'aggro soudaine de ce qu'il pensait être un PNJ non hostile. Le tyran initie une empoignade joueur contre joueur, menaçant de l'entraîner vers le point d'apparition de monstre le plus proche. Elle échoue à l'événement de temps rapide pour se libérer tandis que son ami spamme le bouton de signalement du joueur. Avec un sourire qui crie au griffé, le tyran annule l'animation de l'empoignade. Il réussit ensuite un coup critique avec un puissant effet de recul, l'envoyant voler. Le visage de son ami se fige, bloqué sur l'émoticône Pikachu surpris alors qu'il regarde sa barre de PV chuter. Elle touche le sol, souffrant d'un affaiblissement d'étourdissement à cause de la tentative inattendue de meurtre de joueur. Elle vérifie son propre modèle de personnage, incapable de croire que le tir ami était activé sur ce serveur. Le tyran hausse simplement les épaules, imputant ses actions à l'affaiblissement de folie de l'événement mondial. Son ami passe à une posture défensive, utilisant la compétence de garde du corps et suppliant le griffé de se déconnecter. Le tyran se contente de sourire, se moquant de ses faibles statistiques de défense avant de mettre en file d'attente sa prochaine attaque. Son garde du corps essaie d'entamer une négociation, mais les options de dialogue du tyran sont toutes définies sur hostile. Notre protagoniste miniature demande un temps mort, soulignant l'événement de fin du monde en cours. Un nouveau joueur avec un sweat à capuche et zéro patience pour ses bêtises se connecte à la conversation. Il déplace immédiatement l'aggro, se moquant de leur groupe parce qu'il s'agit d'une bande d'étudiants de première année de niveau 1. La fille au sweat à capuche lui rappelle qu'un joueur vient de rage quitter de l'existence, remettant en question son sens du timing. Ses commentaires ne font que l'enrager davantage, et il menace de l'envoyer au grand serveur dans le ciel. Il se tourne ensuite pour insulter son propre coéquipier, Kaolman, pour avoir regardé au lieu de participer. Avec un sourire qui pourrait cailler une potion de santé, il demande à Kaolman s'il aimerait aussi être affaibli. Notre duo original ne peut que regarder l'équipe ennemie commencer à s'autodétruire au milieu de la rencontre. Le processeur du garde du corps surchauffe,
luttant pour rendre les niveaux croissants d'idiotie pure. D'autres joueurs sur le toit échangent des émoticônes confuses, se demandant pourquoi quelqu'un commencerait une guerre de guildes maintenant. Pendant ce temps, une mystérieuse sphère noire se rend dans le skybox, complètement ignorée par le drame ci-dessous. Le garde du corps est le premier à lever les yeux, et son visage enregistre immédiatement une erreur critique. Il est frappé par un flashback de la mission tutoriel, se souvenant d'une sphère identique juste avant le plantage du serveur. L'horrible implication se télécharge directement dans son cerveau, et son expression devient une erreur 404 vivante. La sphère noire de mauvais augure continue son vol stationnaire de mauvais augure, rayonnant une énergie de mauvaise mise à jour pure. Il crie à son groupe d'abandonner la mission et de trouver immédiatement le point de déconnexion le plus proche. Le tyran se moque, pensant apparemment qu'il est le modérateur de zone pour ce toit. Il explique frénétiquement que la sphère flottante est sur le point de forcer un changement de classe sur quelqu'un en un boss de raid. L'ensemble du serveur de toit est en retard pendant un moment alors que chaque joueur se fiche dans une impasse. La fille au sweat à capuche et son ami sont stupéfaits, essayant de traiter les notes de patch insensées. Le tyran et son acolyte restant spamment simplement l'émoticône de rire, la rejetant comme un message de troll. Shellman, cependant, semble télécharger l'avertissement, son visage soudainement pâle et moite. Il lâche ensuite la bombe de savoir que le premier monstre n'était pas une foule aléatoire, mais leur camarade de classe, Kim Soo-jin. Ce nom particulier frappe Shellman comme un coup critique à la psyché, et il s'enfuit immédiatement. Prenant cela comme un signal, il attrape notre protagoniste et crie qu'il est temps d'abandonner la quête. La fille au sweat à capuche emboîte sagement le pas, entraînant son propre ami stupéfait dans la grande évasion. Mais le tyran décide de jouer comme un objet environnemental inamovible, bloquant leur seule sortie. Il regarde notre héroïne avec un sourire narquois, l'informant que cette rencontre n'est pas encore terminée. Elle se contente de regarder en arrière, son expression communiquant clairement qu'elle est sur le point de se lancer dans la violence. Le tyran augmente sa force de préhension, ayant clairement manqué le mémo sur l'apocalypse imminente. Un cri à faire froid dans le dos de la pire publicité contextuelle du monde interrompt le harcèlement régulièrement programmé. En bas, la prophétie se réalise lorsqu'un étudiant commence une évolution de personnage non programmé sous une sphère noire identique. Son modèle de personnage se détraque de façon spectaculaire avec un étirement de texture et ses yeux deviennent des vides purs de pur décalage. L'avertissement du garde du corps passe d'un cri de panique à une alerte système complète demandant à tout le monde de se déconnecter maintenant. Le tyran, dont le nom est apparemment Ison, abandonne immédiatement son attitude de dur à cuire et se précipite vers la sortie. Il atteint presque le point de déconnexion lorsqu'une main monstrueuse claque vers le bas, mettant l'état de la porte sur définitivement occupé. Ison se fige au milieu du sprint, sa bravade s'évaporant instantanément en une seule goutte de sueur terrifiée. Toute l'équipe de tyrans pivote, leurs expressions d'aggro étant remplacées par le regard écarquillé des joueurs qui viennent de tomber dans une zone de raid. Une créature grotesque semblable à une vigne s'enroule autour de la porte, scellant officiellement leur groupe de test bêta à l'intérieur du serveur. Sur le terrain en contrebas, le boss de raid nouvellement apparu termine son animation d'invocation par un claquement qui brise le sol. La transformation de l'étudiant se termine, et il domine maintenant la cour en tant que boss mondial horrible à part entière. Le visage d'un joueur aléatoire se remplit de désespoir alors qu'il comprend enfin l'expression « pas d'instance de sortie ». L'expression sombre d'Issine s'approfondit alors que son nom est appelé du chaos, et pour une fois, ce n'est pas parce qu'il a des ennuis avec un enseignant. Son ami crie son nom, le visage parfait d'un masque de nous allons tellement être permabans pour ça. L'ami fait un sprint désespéré vers la porte, n'ayant apparemment pas remarqué le panneau géant interdit l'entrée fait de pièces de monstres. Le serveur de toit s'écrase officiellement dans le chaos alors que chaque joueur se disperse, spammant la commande d'aide en vain. Ison recule de la sortie barricadée. Son visage, un portrait d'un homme qui vient d'apprendre que son fichier de sauvegarde est corrompu. Il se retourne avec une expression de panique, essayant désespérément de localiser le membre de son groupe dans la mer d'Avatar hurlant. Un autre étudiant ouvre la porte d'un petit cabanon sur le toit, criant à son ami de se rendre dans la nouvelle zone de sécurité beaucoup plus petite. De la sécurité relative de la porte, Ison regarde un bras de monstre massif exécuter une attaque de balayage qui le manque de quelques pixels. Son visage se tord d'horreur alors qu'il se rend compte que son ami n'a pas franchi la porte avant que l'attaque ne se produise. L'ami est absolument lancé par le coup, subissant des dégâts de recul massif et se ragdollant dans la barrière de sécurité. Un tentacule sombre et ombragé applique immédiatement un effet d'état d'empoignade, piégeant l'étudiant tombé. Il s'effondre, la barre de santé clignotant en critique alors que son ami ne peut que regarder, stupéfait dans l'inaction. Serrant les dents à travers l'affaiblissement de la douleur, il lutte pour lever la tête pour un dernier regard sur le boss. Les joueurs restants sont figés sur place, leur cerveau en mémoire tampon alors qu'ils regardent la créature terrifiante qui vient de one-shotter leur ami. Le monstre déclenche une autre attaque à eux, envoyant les joueurs se disperser et une fille hurlant pour un maître de jeu. Une fille terrifiée demande une stratégie à son ami, et il répond en la poussant vers le seul point de réapparition potentiel. Il se tourne ensuite pour faire face au monstre, se frayant un chemin à travers la foule paniquée, prêt à tanker le boss tout seul. Il serre les dents en déclarant que sa brillante stratégie est d'improviser au fur et à mesure.
Il sort soudainement un couteau, incitant notre protagoniste à faire une prise de salive à laquelle elle ne s'était même pas préparée. Elle pivote sur son talon en exigeant qu'il lui rende immédiatement son objet de collection DPS élevé en édition limitée. Pendant ce temps, un des membres de l'équipe Dison regarde, abasourdi, le pistolet paralysant qu'il a apparemment pillé en panique dans le sac à dos de quelqu'un. Le monstre décide de changer de cible, coinçant une fille au hasard qui subit actuellement un échec d'existence critique. L'ami précédemment ragdollé utilise sa dernière once d'endurance pour crier un avertissement de « vous devez faire voler le boss ». Elle reste figée, essayant de se convaincre qu'il ne s'agit que d'une séquence de rêve très immersive et très terrible. Une basket mord soudainement le bitume, propulsant un nouveau challenger dans la mêlée. Le garçon au tasé se lance à fond façon le roi Jenkins, chargeant avec son pistolet paralysant fraîchement acquis et un cri de guerre de panique pure. Son expression d'héroïque charge se transforme immédiatement en une expression de « attendez, ça, ce n'était pas dans les notes de mise à jour ». Un tentacule ombreux l'ignore complètement, balançant la fille même qu'il essayait de sauver à travers le toit. L'attaque touche, et son modèle de personnage est immédiatement supprimé de l'instance. Le garçon au tasé ne peut que regarder, son cerveau plantant devant cette exclusion permanente horriblement efficace. Le reste du corps étudiant reste figé, leur mâchoire collective touchant le sol avec un bruit sourd synchronisé. Le monstre tient le modèle de joueur maintenant inerte, se préparant à lancer son animation de consommation. Sa mâchoire se décroche selon un angle impossible, se préparant à absorber le paquet de données du joueur. Le visage d'un étudiant voisin est une cascade de sueur terrifiée alors qu'il regarde le film d'horreur en direct se dérouler. Dans un éclair de données corrompues, le monstre termine sa séquence de suppression de personnages. La main du garçon au tasé commence à vibrer de manière incontrôlable, l'arme de bas niveau se sentant totalement inutile. Le boss du monde prend une pause de victoire, ayant réussi à affirmer sa domination sur la zone de départ remplie de NO0B. Sa détermination finit par s'effondrer, et le tasé glisse de sa prise dans un moment de pur et simple non. Mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, notre protagoniste arrive en trombe et l'attrape en plein vol avec des réflexes de joueur pro. Il se contente de regarder, complètement déconcerté par son ping insensé et son temps de réaction ultra rapide. Le monstre, pendant ce temps, absorbe la mystérieuse sphère noire, achevant sa séquence de mise sous tension. Avec un regard de pur et simple seller, notre minuscule protagoniste charge le boss final. Elle remonte le tasé, criant un défi qui se traduit en gros par manche du statique, espèce de bug surdimensionné. Elle enfonce l'appareil directement dans sa hitbox de cheville, libérant une batterie complète de justice épicée. Le monstre pousse un rugissement numérisé alors que de l'énergie électrique bleue crépite sur tout son modèle de personnage. Mais au lieu d'un effet d'étourdissement, le tasé semble déclencher un nouveau schéma d'attaque alors que des tentacules d'ombre jaillissent de sa tête. Elle lève les yeux avec horreur, réalisant qu'elle n'a pas seulement échoué au test DPS. Elle a accidentellement activé son mode difficile. La nouvelle phase d'attaque du monstre commence par une rafale de fouet d'ombre, déconnectant instantanément plusieurs étudiants en fuite. Le garçon au tasé, n'ayant apparemment pas retenu la leçon, se jette désespérément sur l'appareil encore étincelant logé dans la cheville du boss. Notre protagoniste est cloué au sol par la pure aggro qu'elle a attirée, regardant le boss de raid qu'elle vient accidentellement de booster. Depuis la sécurité relative de la sortie, les membres de son groupe ne peuvent que crier le nom de son personnage, leur voix craquant de panique. Elle regarde le ciel bugué, contemplant la possibilité très réelle d'un écran de game over. Soudain, un autre joueur plonge, utilisant sa propre hitbox pour tanker les dégâts entrant à sa place. Le tank improvisé allait lourdement, sa barre de santé clignotant en rouge après cet effacement de groupe presque fatal. Les quelques joueurs restants prennent une pause rapide, faisant un compte de tête frénétique au milieu de l'épave du toit. Quelque chose de petit et de dense se détache du monstre, laissant tomber un mystérieux butin qui cratérise le béton. Juste au moment où ils se détendent, son nouveau compagnon crie un avertissement alors que l'animation d'inactivité du boss se termine soudainement. Un autre membre du groupe hurle pour une retraite tactique alors que l'ombre du monstre tombe sur leur voie d'évacuation. Le visage de la créature s'ouvre, révélant cette sphère noire menaçante qui charge maintenant une capacité de mise à mort instantanée. Ayant pris de la distance, le garçon et notre héroïne regardent en arrière, espérant que le boss s'est enfin réinitialisé. Il la relève, expliquant à bout de souffle qu'un bon temps qu'en vaut un autre. Le monstre interrompt son schéma d'attaque, suivant silencieusement les survivants alors qu'il se précipite vers la porte de sortie. Le premier étudiant à atteindre la porte crie un nouvel avertissement, son visage pâle d'une nouvelle sorte de terreur. Le monstre émet une tonalité de connexion horrible alors qu'une longue queue semblable à un fouet jaillit de son dos, signalant clairement la phase 3. Les étudiants en fuite réalisent avec une horreur naissante que le boss est sur le point de couper leur seule sortie. Ceux qui sont déjà à l'intérieur crient des encouragements, essayant désespérément de réduire le temps de clear abyssal du raid. Le gars qui tient la porte serre les dents, clairement agacé par le debuff collectif de vitesse de déplacement du groupe. Avec un son comme un fichier audio corrompu, le nouvel appendice caudal du monstre traverse l'air avec une vitesse mortelle. Dans une démonstration choquante de manque de fair play, l'étudiant à la porte attrape soudainement la veste du gars qui est de notre héroïne.
Il lui lance un regard d'intention de PVP purement égoïste, lui ordonnant de rompre immédiatement la formation. Il les repousse ensuite tous les deux, décidant de sauver son propre ratio KD et de prendre la fuite. Notre protagoniste et son tank temporaire se jettent au sol alors que le traître se précipite vers la sortie instantanée. Ses doigts s'enroulent autour de la poignée de porte, à une seule image de l'évasion de la salle du boss. Il claque la porte, laissant le reste du groupe enfermé du mauvais côté avec un boss de raid très en colère. Appuyé contre la porte scellée, il pousse un soupir de soulagement, marmonnant à quel point il a à peine survécu à ce lac de team killing. Les autres étudiants qui ont réussi à passer ne peuvent que regarder, absolument stupéfaits par le pillage de ninja flagrant d'une voie d'évacuation. De retour sur le toit, son compagnon soupire, déplorant qu'ils auraient vraiment dû choisir l'autre quête. Son compagnon soupire en expliquant que la première vague d'étudiants s'est simplement dispersée sans plan. Le traître qui a claqué la porte essaie immédiatement de marquer des points de chevalerie bon marché avec une fille à proximité. Son visage se vide soudainement de toute couleur alors qu'une seule pensée horrible le frappe comme un camion. Un violent coup soudain contre la porte envoie tout le groupe trébucher en arrière dans une nouvelle vague de panique. Son ami commence à paniquer, demandant désespérément s'il est absolument sûr que ce verrou fragile tiendra. Un étudiant plus jeune, clairement le seul avec une cellule cérébrale fonctionnelle, leur hurle dessus pour être resté là à ne rien faire. Celui qui a claqué la porte essaie désespérément de se rassurer, insistant sur le fait que le verrou est solide et que rien ne peut passer. L'horreur naissante sur son visage confirme qu'il vient de réaliser le défaut fatal de sa stratégie chacun pour soi. Il en vient à crier que le toit était de toute façon une perte totale, essayant désespérément de justifier ses actions. Comme invoqué par sa lâcheté, une force immense frappe la porte, le réduisant instantanément au silence. La fille aux souhaits à capuche ne peut que regarder, les yeux grands ouverts, réussissant à murmurer un seul mot horrifié, « courez ». C'est toute la motivation dont ils ont besoin, déclenchant une débandade générale dans les escaliers en béton. La porte se plie visiblement sous un autre impact fracassant, son verrou et ses charnières gémissant de protestation. Des cris paniqués pour un nouveau point de ralliement résonnent dans la cage d'escalier, quelqu'un suggérant l'auditorium. Avec un grincement final assourdissant, toute la porte est arrachée de ses gonds et envoyée voler après eux. Le projectile d'acier s'écrase sur le palier en contrebas, manquant de peu l'arrière du groupe en fuite. Les survivants ne peuvent que regarder en arrière, absolument stupéfaits par la force brute de niveau boss sans mélange. Tous les yeux se tournent vers la porte maintenant vide, un trou béant et sombre menant au toit. Encadré dans la porte se trouve une silhouette effrayante des conséquences désastreuses de la bataille. Un joueur solitaire s'affaisse contre le mur, ayant clairement subi un échec existentiel critique. Ailleurs, notre tyran aux cheveux gris préféré jette prudemment un coup d'œil à travers une clôture à mailles de chaîne pour scruter les environs. Lui et son acolyte échangent des murmures nerveux, espérant désespérément que le boss de raid a finalement disparu. Ses yeux sont rivés sur le toit, suppliant silencieusement l'univers de faire disparaître le monstre. Ses yeux s'écarquillent de confusion alors que la créature fait quelque chose de complètement en dehors de son schéma d'attaque normal. La créature lève calmement une main et, avec un sentiment de détermination effrayant, claque des doigts. Une fraction de seconde plus tard, une énorme force de commotion souffle une autre porte complètement hors de ses gonds. La brute tressaillit violemment, l'explosion assourdissante provenant d'un endroit dangereusement proche de sa cachette. Il perd complètement l'équilibre, laissant tomber la pathétique feuille de métal qu'il utilisait pour se couvrir. Le monstre s'accroupit près de la nouvelle sortie, la tête penchée au son de quelque chose qui claque à proximité. Il s'effondre dans un tas de pur soulagement, murmurant qu'une alerte comme celle-là est pire que n'importe quelle mort permanente. Son visage passe du soulagement à l'horreur absolue quand il réalise qu'il vient de sonner la cloche du dîner. Un ensemble de griffes sombres massives se referme soudainement sur la clôture à mailles de chaîne à quelques centimètres de sa tête. Le monstre regarde lentement par-dessus le sommet, son regard se fixant sur les deux étudiants recroquevillés avec une concentration de prédateur. Son cerveau ne peut former qu'une seule pensée désespérée. S'il vous plaît, ne me voyez pas. Pendant ce temps, les survivants de la cage d'escalier restent à fixer la porte vide, se demandant s'ils viennent d'avoir une chance incroyable. La fille aux souhaits à capuche les sort de là, en criant que rester là à regarder bêtement, c'est comme ça qu'on se fait tuer. Elle les dirige vers la salle polyvalente, en criant que c'est leur meilleure chance pour une nouvelle zone de sécurité. Son compagnon est rapidement d'accord, ajoutant que ces portes renforcées sont pratiquement à l'épreuve des boss. Un des garçons prend un moment pour demander à son ami qui est le nouveau gars avec la bande à Ison. Ailleurs, un vieil homme mystérieux est assis dans une voiture ancienne, offrant une prière solennelle avant de tourner la clé. Il se prépare pour l'épreuve à venir, demandant la force de mener sa mission à bien. La voiture sort doucement sur la rue, son moteur abat déterminé de retour à l'école, la tête du monstre se tourne vivement, son attention étant instantanément attirée par le nouveau son. Il oublie complètement les garçons cachés dans les buissons, son attention étant maintenant fixée sur le véhicule qui approche du portail. Le conducteur, complètement inconscient, continue sa prière pour une protection divine contre ce qui l'attend. Il fonce vers l'entrée de l'école, un homme en mission sans savoir qu'il est devenu le nouvel aimant Agre. Sa prière déterminée est interrompue par la sensation écœurante et familière d'être observé.
Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur confirme sa pire crainte. Le terrain derrière lui est soudainement, sinistrement vide. Il lâche un cri à vous glacer le sang, reconnaissant le mouvement caractéristique d'un boss de fin du monde. Son pied appuie instinctivement sur le frein, envoyant les pneus crisser en signe de protestation. L'arrêt soudain de la voiture introduit son front au volant avec un choc comique. Il perd complètement le contrôle, quitte la route et a une rencontre imprévue avec un arbre très solide. Hébété et confus, il se serre la tête, essayant de redémarrer son cerveau après le crash inattendu du système. L'image horrible de la créature du terrain lui traverse l'esprit, confirmant qu'il est dépassé par les événements. Il vérifie désespérément ses rétroviseurs à nouveau, se demandant où la foule de haut niveau a bien pu aller. La réponse vient d'en haut alors que le monstre survole gracieusement la clôture, une ombre sombre passant au-dessus de sa voiture. Il atterrit directement sur son capot avec suffisamment de force pour transformer l'avant de sa voiture en une sculpture d'art moderne. Un long appendice à l'aspect méchant s'étend lentement du bras de la créature, brillant d'une énergie malveillante. L'appendice plonge avec une vitesse impossible, perçant le toit de la voiture comme un couteau chaud dans du beurre. L'écran s'estompe simplement au noir, laissant le statut de joueur du malheureux conducteur comme étant actuellement déconnecté. Un nouveau groupe d'étudiants sprint frénétiquement entre des piliers de briques, cherchant désespérément à se mettre à l'abri du chaos. Leur chef s'arrête soudainement, en criant qu'ils viennent de courir directement dans l'arène du boss. Il ignore les questions paniquées de son ami, insistant sur le fait que leur seule option est de reculer immédiatement. Un pied monstrueux cratérise le trottoir juste devant eux, mettant fin avec emphase au débat. L'horreur du toit-terrasse monte maintenant la garde au-dessus de la voiture froissée, bloquant complètement leur seule voie d'évacuation. Derrière un mur, une fille fait frénétiquement signe à quelqu'un de rejoindre sa cachette. Elle se fige au milieu de son geste, une goutte de sueur traçant un chemin sur son visage alors que les pièces du puzzle s'emboîtent. Ses yeux s'écarquillent de réalisation. Le monstre ne se contente pas de se déchaîner. Il garde cette chose charnue bizarre sur le terrain. Ailleurs, les survivants de la cage d'escalier atteignent enfin les lourdes portes doubles de la salle polyvalente. Une fille entr'ouvre prudemment la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur pour voir s'il y a des invités indésirables. Elle lève le pouce avec soulagement, confirmant que leur nouvelle maison potentielle est actuellement exempte de monstres. Deux des étudiants s'effondrent immédiatement sur le sol, leur barre d'endurance complètement épuisée. La fille au sweat à capuche secoue la poignée, annonçant la mauvaise nouvelle que cette zone de sécurité particulière n'a pas de serrure. Les garçons se moquent, argumentant qu'une serrure est inutile quand ils ont vu ces choses déchirées de l'acier massif. Une autre fille intervient avec une solution classique de film d'horreur, barricader les poignets avec un manche à balai. Notre protagoniste réalise que ce plan brillant nécessite une quête secondaire dans les couloirs infestés de monstres pour en trouver un. Il fixe juste le milieu de la distance, son esprit essayant encore de traiter les 20 dernières minutes de folie. Il regarde sa propre main tremblante, se demandant si tout cela n'est qu'un cauchemar horriblement réaliste. Un coup sec sur le mur de la fille au sweat à capuche le sort de son regard absent. Elle en vient directement au fait, demandant comment il savait qu'un monstre était sur le point d'apparaître sur le toit. Elle insiste, voulant savoir comment il a prédit qu'un étudiant était sur le point de passer une très mauvaise journée. Il détourne le regard, admettant tranquillement que ce n'était pas la première fois qu'il voyait la séquence de transformation. Ses yeux se rétrécissent avec une intense curiosité, lui demandant de décrire le déroulement des événements macabres. Il se souvient du moment effrayant où une sphère noire s'est matérialisée au-dessus de la tête d'une personne, tout comme celle sur le toit. Un autre étudiant relie les points en réalisant qu'il veut dire les mêmes orbes bizarres flottant au-dessus de tous les monstres. Il explique qu'une fois que la sphère apparaît, la personne devient pâle et commence à trembler de manière incontrôlable. Le groupe est complètement abasourdi, traitant la bombe qu'il y a des signes avant-coureurs réels avant le changement. Il hausse les épaules, admettant qu'il n'a aucune idée de ce qui déclenche l'événement, devinant que c'est juste un terrible cas de RNG aléatoire. Les engrenages commencent à tourner dans la tête d'un autre garçon qui se souvient maintenant avoir vu quelqu'un se comporter étrangement sur le toit. Il se souvient de la brute d'avant, effondrée sur le sol et se plaignant de se sentir soudainement froid et paranoïa. Une fille brise le silence tendu, se demandant combien d'autres monstres errent encore dans l'école. Son ami ajoute la pensée encore plus effrayante que n'importe lequel d'entre eux pourrait être le prochain à se transformer. Leur chef ne peut qu'être d'accord avec la nouvelle règle de groupe horrible. Il établit un nouveau protocole de sécurité. Parlez dès que vous vous sentez le moindre peu froid ou paranoïa. Une fille pose nerveusement la question à $1 million de ce qui se passe si quelqu'un signale un symptôme. Ison se lève en déclarant que le reste d'entre eux devra simplement courir pour sauver sa vie, mais la fille au sweat à capuche intervient en suggérant une solution beaucoup plus permanente que simplement s'enfuir. Son regard froid indique clairement qu'elle préconise une frappe préventive avant que la transformation ne soit terminée. Le gars principal, désespéré de changer de sujet, soulève les problèmes plus immédiats de la nourriture et des pauses toilettes. Juste à temps, un autre garçon réalise que sa vessie est sur le point de déclencher une rébellion à grande échelle. Une fille remet à juste titre en question la santé mentale de s'aventurer à nouveau dans le couloir pour une quête secondaire non essentielle. Isen souligne que les toilettes sont littéralement au bout du couloir tant qu'ils en font une course de vitesse.
Le besoin urgent du garçon est soudainement vaincu par sa terreur écrasante, ce qui lui vaut une moquerie rapide. Izen soupire et se dirige lui-même vers la porte, confiant que la zone immédiate est probablement dégagée. La fille à capuche lève un sourcil, demandant silencieusement s'il est vraiment sur le point d'enfreindre leur unique règle de survie. Il rétorque juste qu'un homme doit y aller même pendant l'apocalypse. Sa main se referme avec une détermination sombre autour du métal froid de la poignée de porte. La caméra recule sur une vue large des portes, seul dans le couloir vide et silencieux. Ison entrebâille lentement la porte juste assez pour jeter un coup d'œil, le souffle retenu dans sa poitrine. Son œil s'écarquille non pas de peur, mais d'une pure confusion, car ce truc bizarre de sac charnu du terrain d'athlétisme est juste là, allongé sur le sol. Le garçon avec le problème de vessie demande timidement si Ison peut être son copain de salle de bain pour un soutien moral. Ison lui fait frénétiquement signe de se taire, sifflant que leur vie dépend d'être absolument silencieux. Le reste du groupe regarde, complètement déconcerté par son passage soudain de confiant à terrifié. L'étudiant principal commence à paniquer, se demandant comment diable cette chose les a suivis depuis le terrain. Soudain, la tête de la fille à capuche se retourne brusquement lorsqu'elle capte un faible bruit de succion provenant du couloir. Ison presse son oreille contre la porte, s'efforçant d'identifier le bruit bizarre de l'autre côté. Dehors, la créature charnue commence à perdre sa forme, se dissolvant en une flaque gluante et scintillante. Une fille près du fond commence à paniquer, criant à quelqu'un de simplement claquer la porte. Mais Izen ne bouge pas un muscle. Ses yeux fixés sur le couloir, complètement captivé par le spectacle horrible. Izen balbutie la révélation impossible que la créature à l'extérieur est maintenant une personne. Il se retourne vers la porte, son esprit essayant désespérément de redémarrer après cette mise à jour qui a fait planter le système. Il confirme d'une voix fantomatique que, oui, le monstre vient de se dégonfler pour redevenir un humain. Le gars principal appelle immédiatement Shenanigan, exigeant qu'il jette un autre coup d'œil pour être sûr. La fille à capuche en vient au fait, pressant prudemment son propre œil contre la fissure pour voir l'horreur par elle-même. Son regard se pose sur un étudiant allongé immobile sur le sol, son corps recouvert de croissances cristallines bizarres. Le garçon avec le problème de vessie maintenant oublié demande nerveusement si c'est vraiment une personne. Elle confirme sa forme humaine, mais ajoute le détail effrayant qu'elle ne peut pas dire s'il respire encore. Elle note les signes évidents d'infection et la familiarité déchirante de leurs survêtements scolaires. Le reste du groupe commence immédiatement à paniquer, se demandant si ce cauchemar est aéroporté. Mais l'esprit du gars principal va ailleurs entièrement, s'accrochant au mince espoir que l'étudiant puisse encore être en vie. Ison et la fille à capuche échangent un regard forcé d'admettre que c'est un coup de chance, mais pas impossible. Le visage d'Ison pâlit lorsqu'il réalise l'implication horrible. Il suggère une mission de sauvetage. Le gars principal fait soudainement pivoter la conversation vers un film de zombies classique, laissant tout le monde complètement déconcerté. Il avance la théorie que, tout comme dans les films, cette personne pourrait avoir des anticorps pour inverser la transformation. La fille à capuche lui lance un regard qui demande clairement si son cerveau a été remplacé par du popcorn. Elle coupe à travers les bêtises de la logique du film en soulignant le seul fait qui compte réellement, un monstre redevenu une personne. Une étincelle d'espoir désespéré s'allume chez une autre fille lorsqu'elle réalise que cela signifie qu'il pourrait y avoir un remède. Izen serre les dents, tiraillé entre l'instinct de survie et la connaissance écrasante que l'inaction maintenant pourrait les hanter à jamais. Le gars principal saisit l'instant en déclarant qu'ils doivent faire un choix ici et maintenant. La fille à capuche ajoute une couche d'urgence, leur rappelant que le couloir ne restera pas vide éternellement. Les yeux du gars principal se rétrécissent avec une détermination sombre, le poids de leur vie reposant sur ses prochains mots. Le débat étant clos, le groupe se prépare à quitter la sécurité discutable de leur forteresse improvisée. Deux des étudiants jettent un coup d'œil, toujours à moitié convaincus que ce n'est qu'un monstre qui fait le mort. Une fille prend une profonde inspiration pour stabiliser ses nerfs, une seule goutte de sueur trahissant son calme forcé. Ensemble, ils sortent prudemment dans le couloir silencieux, franchissant le seuil vers l'inconnu. Izen dicte une fois de plus la loi. Si vous brisez la formation, vous êtes seul. Le gars principal le soutient, avertissant tout le monde d'être prêt pour une rechute soudaine et violente. Il se tourne ensuite vers la fille à capuche, lui demandant si la blessure qu'elle a subie sur le toit va poser problème. Elle serre juste les dents à travers la douleur, insistant sur le fait qu'une petite chose comme une blessure est le moindre de leurs soucis en ce moment. La fille à capuche jette un coup d'œil au corps recouvert de cristal et le déclare officiellement décédé. Le gars principal nomme immédiatement Ison pour la mission de piquer le monstre potentiellement explosif. Ison lui lance un regard qui hurle, « Et toi, brute ?» avec un côté de terreur abjecte. Malgré ses protestations, la main tremblante d'Izen commence son lent et pénible voyage vers l'étudiant cristallisé. Le reste du groupe retient son souffle collectif, offrant le conseil incroyablement utile de ne pas mourir. Ison appelle son unité de soutien électrique, exigeant que la fille à capuche ait le pistolet paralysant en veille. Elle l'informe calmement que le dit pistolet paralysant a été jeté du toit lors de leur dernier combat de boss, mais le gars principal sort une intrigue en révélant qu'il avait en fait attrapé le pistolet paralysant avant leur grande évasion. La fille à capuche pousse un soupir de soulagement,
reconnaissante que son coûteux bâton Zappy personnalisé soit en sécurité. Il brandit ensuite l'appareil, qui a maintenant toute l'intégrité structurelle d'une chips. Elle insiste sur le fait qu'il pourrait encore avoir un peu de jus, mais il rétorque qu'il est plus probable qu'il électrocute la personne qui le tient. Aisant, décidant qu'une chance sur 2 de s'électrocuter est mieux que rien, arrache l'arme cassée. Il s'agenouille à côté de l'étudiant cristallisé, se préparant à effectuer un contrôle de bien-être très discutable. Avec la grâce d'un robot de déminage, il donne au corps un coup de coude hésitant avec le pistolet paralysant cassé. Les autres remettent en question sa méthode scientifique, mais Ison insiste sur le fait qu'il teste juste une réaction, probablement. La fille à capuche soupire, dépassant les garçons pour le faire à l'ancienne et vérifier le pouls. Elle s'agenouille à côté du corps, entrant dans la zone d'éclaboussure potentielle avec le calme d'un professionnel. Les garçons regardent, leur courage collectif ayant été entièrement externalisé vers elle. Ses doigts naviguent sur le terrain cristallin dangereux, non pas pour un pouls, mais pour la plaque signalétique de l'étudiant. Le nom se met en place, et soudain, le survêtement scolaire générique devient terriblement spécifique. Une vague de reconnaissance glaciale la submerge alors que les pièces se mettent en place. Son esprit s'emballe. Elle ne le connaissait pas bien, mais elle le connaissait. Elle se souvient de lui comme de l'un des copains qui suivait l'intimidateur du toit comme un chiot perdu. Fixant sa forme immobile, elle envoie une prière silencieuse dans l'univers, espérant qu'il est toujours là quelque part. Ses yeux s'ouvrent avec un crépitement audible de cristal, sa voix un murmure brisé demandant quel est son sort. Elle recule en hâte, ses propres instincts de survie criant qu'elle est sur le point de le rejoindre. Avant qu'elle ne puisse complètement court-circuiter, la main du gars principal se lance et saisit une poignée de son sweat à capuche. Il la tire en arrière avec la force d'un crochet de scène de dessin animé, la mettant hors de la zone de danger. Izen passe en mode panique totale, criant que le patient a une rechute catastrophique. Le gars principal l'éloigne, rugissant à tout le monde de reculer pendant que l'étudiant passe en mode hérisson total. Elle se débat pour s'échapper, essayant désespérément de traduire les derniers mots de l'homme de cristal. Le type essaie de redémarrer son cerveau, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est hurler le nom du pauvre gosse. Depuis la porte, le reste de l'équipe offre des conseils aigus et utiles pour se dépêcher. Ce nom déclenche une erreur système dans le cerveau d'Ison alors qu'il réalise qu'il connaît le type qui est en train de devenir une décoration de sol. Le sol se joint soudainement à l'action, entrant en éruption avec des pics sombres qui les font reculer en se précipitant. Pris au piège dans l'étreinte épineuse, l'étudiant implore un correctif pour réparer tout le bug de mort imminente. Ses supplications se transforment en cris bruts alors que les excroissances sombres commencent à gagner le bras de fer pour son âme. Le cerveau d'Ison a officiellement planté, le laissant juste balbutier devant le cauchemar qui se déroule. La fille au sweat à capuche murmure son nom une dernière fois, son visage un masque figé d'incrédulité. Dans une dernière poussée silencieuse, la corruption sombre l'enferme complètement dans une coquille cristalline. Lorsque la transformation est terminée, il ne reste plus qu'un tout nouveau monstre monté sur le sol.